Voici Michel Field. Le retour de Michel Field, bonsoir. Bonsoir Thierry. Vous revenez avec un livre qui s'appelle Le livre des rencontres, Michel Field, que vous avez écrit avec Julie Cléo et qui est publié chez Robert Laffont. Vous savez comment on fait? J'avais prévu un truc mal élevé, mais je l'ai pas fait, j'ai pas osé le faire. Bah faites-le, allez-y. Mais non. Alors, c'est un recueil d'histoires, de rencontres amoureuses vécues par des anonymes ou des célébrités. Alors, vous racontez des histoires extraordinaires, l'histoire de Charlotte et Eric. Ils se rencontrent 3 fois de suite. C'est incroyable. Par cette hasard. histoire, ouais. C'est presque le prototype de la question, est-ce que c'est du hasard ou est-ce que c'est écrit par Dieu, le destin et tout. C'est un couple, ils se rencontrent la première fois dans le TGV, ils reviennent des sports d'hiver, lui il est avec des gens, elle est avec une copine, voilà, et puis ils partagent le même compartiment dans le TGV, ils discutent un petit peu, et ils se quittent sur le quai de la gare de Lyon sans se donner leur adresse ni leur téléphone. 3 jours après, elle sort du boulot, elle prend le bus, ce qu'elle ne fait jamais. Et dans le bus, le mec monte. Ils reparlent ensemble et le mec a juste le temps de lui dire « Ah ben oui, je prends le bus parce que j'ai pas de voiture à Paris, j'en ai une à Prague. » Donc, elle sort du bus et elle sait que le mec s'appelle Eric et qu'il travaille à Prague, c'est tout. Et elle va à un dîner chez des copains et elle se rend compte que vraiment, 2 fois c'est beaucoup. Et elle dit à ses copains « Écoutez, voilà, faut m'aider à retrouver ce mec. Je suis tombé sur un type, il s'appelle Eric, il travaille à Prague, c'est tout ce que je sais de lui, faut m'aider à le retrouver. » Et c'est là où vraiment l'histoire est extraordinaire. Dans ce dîner, il y a une nana qui dit « Mais attends, moi j'ai un copain qui va ouvrir dans 3 semaines un restaurant à Prague. On va te faire inviter à l'inauguration parce que la communauté française de Prague, elle est pas énorme. » Donc elle part sur cette idée-là. Et puis 2 jours après, elle rappelle sa copine en disant « Je peux pas attendre 3 semaines, fais-moi rencontrer ton copain. » Entre-temps, la copine a appris que le type en question a un associé qui s'appelle Eric. Elle monte le dîner en disant il y a une chance sur 10 000 que cet Eric soit le bon. La nana arrive, c'est Eric. Voilà. Et ils sont ensemble et ils ont fait 2 enfants. Et vous êtes sûr qu'il n'y a jamais personne qui vous a pipoté aussi parce que j'étais sûr qu'il y aurait un ricanant. Parce qu'une vraie histoire, normalement, c'est on est en boîte, on est tous les 2 bourrés. Non, mais ça, c'est l'histoire de Thierry et de Béatrice. Toutes les histoires ne sont pas comme ça. Non, mais c'est vrai que l'histoire d'Eric et Charlotte, pour un esprit rationaliste, c'est troublant, qu'on finit par croire à la destinée. Quand on mais justement, eux, ils disent un truc très très joli. Ils disent que quand ils s'engueulent, comme tous les couples, parce qu'ils ont fait des gosses et là, et puis il y a l'usure de... Au moment où ils se demandent s'ils vont pas se séparer, ils disent « Ah non, enfin notre rencontre a été trop marquée par la répétition, l'insistance du destin, on peut pas gâcher ça. » Alors il y a des anonymes, donc comme Charlotte et Eric, il y a aussi des stars, il y a Jacques Weber par exemple, qui rencontre, enfin raconter l'histoire, c'est extraordinaire. Hein. Alors il rencontre Christine, qui est devenue sa femme depuis 20 ans, il la rencontre en boîte, dans une boîte à Bénodet. Alors il arrive et il voit cette fille au comptoir, bon c'était une époque, il le dit lui-même, hein, où il draguait volontiers, il est avec un copain, et il prend son copain par le bras, il lui dit « Regarde cette femme, c'est la femme de ma vie ». Et là, il m'assure que c'est quelque chose qu'il n'avait jamais dit. Et il va voir cette jeune femme, et il arrive comme ça, il était déjà, c'était pas encore, il n'était pas aussi connu qu'il l'est maintenant, mais il l'était déjà un peu. Et il arrive un peu en roulant des mécaniques, ouais, je suis acteur et tout. La nana, rien. Elle ne connaît rien de lui. Et Christine dit assez drôlement que la première séance de drague a été triste comme la notice d'un dictionnaire des acteurs, parce que Jacques lui a raconté, comme il est en plus boulimique de travail, toutes les pièces qu'il avait montées, toutes les pièces dans lesquelles il avait joué. Et puis, il y avait quelque chose qui l'irritait dans le fait que c'est sa passion, le théâtre, Jacques Weber. Et il est en vacances avec Jean-François Balmer, Jacques, et il s'ouvre de son projet à Balmer qui lui dit « Mais attends, tu es fou, tu vas te ridiculiser et tout. » Et en fait, toute la nuit, il fait des affiches à la main, il placarde ça chez les commerçants de Bénodet, il va voir le mec qui tient la boîte, il lui dit « Ta boîte, elle ouvre à minuit, je te la loue de 9 h à minuit. » Et il circule dans Bénodet en gueulant de sa voiture avec un mégaphone « Ce soir, représentation exceptionnelle, Jacques Weber. » Et le spectacle qui tourne depuis 20 ans, qui s'appelle « Seul en scène », il est né d'un montage de texte qu'il a fait uniquement pour que cette jeune femme sache qui était Jacques Weber sur scène. C'est quand même une histoire extraordinaire. Cette histoire. C'est fou. Voilà, ce livre en est plein.
Alors j'en ai retenu une autre, c'est l'histoire de Xavier Couture, donc qui désormais dirige Canal+, et de Claire Chazal. Et donc, moi, c'est Xavier Couture qui me l'a raconté, Ouais. c'est pas Laurent Baffy qui l'a raconté à la place de Xavier Couture. Ben, lui, il flash sur Claire à 2 reprises. Une fois où il la croise dans les bureaux de Feu la 5, où elle venait comme ça à un rendez-vous. Donc, il la regarde, il est tout à fait ébloui. Elle ne le voit évidemment pas. Et une deuxième fois, un vrai coup de foudre, mais pareil, très métaphysique, quoi, puisque elle est en train de présenter le 20h sur une plage de Normandie pour la célébration du débarquement américain. Et là, il la voit sur la plage avec les projecteurs de la télé, en train d'officier, quoi, la grande prêtresse de l'information. Et lui, il est à côté d'Étienne Mouzod et vraiment, il tombe raide amoureux d'elle. Mais il ne va pas lui dire tout de suite, surtout qu'à l'époque, Claire n'est pas seule. Et puis, Claire se sépare de son compagnon du moment et il va se retrouver dans la situation assez compliquée d'être chargé par l'ancien copain de Claire d'essayer de les réaccommoder. Alors il dit, et je le crois puisque c'est un ami, qu'il s'est acquitté de sa tâche avec énormément de loyauté. C'est du Marivaux ou du Fédot, ça. Voilà. Alors lui, il dit, j'ai été loyal, c'est-à-dire j'ai été le porteur du message de réconciliation, mais j'ai dû en faire des tonnes pour que ça foire. Et en effet, ça a foiré et ils se sont mariés. Et voilà. Après, voilà. Et puis, il y a votre histoire que vous pouvez raconter, Thierry. Ah non. Non, oui, je l'ai raconté dans le bouquin. Donc c'est vrai que j'étais avec une fille à l'époque, j'avais divorcé 2-3 ans avant de ma première femme, et j'étais avec une fille, une twisteuse avec qui on rigolait bien. Et un jour, j'arrive dans une boîte et je vois, c'était au Privilège, au sous-sol du Palace, et je vois une fille, une petite brune comme ça, assise sur une chaise avec un sac sur les genoux, vachement sage comme ça. Et je lui dis, on va se marier. La fille dit que c'est ce vieux cochon qui vient me draguer. C'était beaucoup plus jeune que vous. Eh bien sûr, avec elle est restée. 15 ans de moins que moi, oui. Qu'est-ce que c'est ce vieux cochon qui vient me draguer? Je dis, écoutez, vous verrez. Et à ce moment, la fille avec qui j'étais renverse comme par hasard un tequila sunrise sur la fille pour bien montrer ce qu'elle en pensait. Et puis elle disparaît. Et moi, je me renseigne et on me dit, elle est en Angleterre. Et comme je l'idéalisais beaucoup, j'imaginais qu'elle était dans un couvent, moi. Elle ne pouvait être que dans un couvent. Et donc, j'attends, puis un jour, on me dit, elle est revenue. Donc, on se revoit, je me souviens, à la Coupole, on fumait plein de cigarettes, on était très tendus tous les deux, comme ça, au bar de la Coupole. Et effectivement, elle me dit, mais pas du tout, je m'occupais d'une galerie de peinture à Londres, vous auriez pu venir me voir, etc. Bon, déjà... Et puis, on discute, je lui avais apporté un livre, moi aussi, comme Jacques Weber, pour montrer que j'étais quand même quelqu'un de bien. J'ai apporté un bouquin qu'elle oublie, évidemment. Et... Ça vous vexe? Ça me vexe énormément. J'ai couru derrière avec le livre pour l'engueuler. Et elle m'a fait attendre pendant 3 mois. Il faut faire attendre. Au bout de 3 mois, je lui dis quand même, vous êtes un peu Bernadette Soubirous, vous, quand même. Et là, ça l'a complètement vexée, c'était génial. Elle est tombée dans le panneau. Et, voilà. Et ça fait 20 ans que ça dure. Et on a 3 enfants. Voilà. Et alors, il y a une histoire qui n'est pas dans le livre, c'est la vôtre, mon cher ami, avec Julie Cléo. Alors racontez cette histoire, c'est extraordinaire, parce que vous la connaissez, vous bossez avec elle. Voilà, on travaille une saison ensemble. Bon, et puis c'est vrai que je suis plutôt à séparer le boulot de la vie. Et puis, néanmoins, sur la fin de la saison, on se rend compte qu'il y a un début d'ambiguïté dans nos relations, mais Julie allait se marier quelques semaines plus tard. Ouais. Donc on s'avoue à peine, enfin vraiment, c'est resté très comme ça, mezza voce. Qu'il y avait une petite ambiguïté, et puis de toute façon le mariage était, la mécanique du mariage était lancée, elle était avec son futur mari depuis plusieurs années, ils vivaient ensemble, donc les choses étaient trop balbutiantes pour qu'on fasse une sorte d'alerte rouge, quoi. Donc le mariage a eu lieu, moi j'y ai été invité puisque j'étais son boss, donc au départ j'ai trouvé que c'était mieux de pas y aller, et puis après je me suis dit ça lui ferait peut-être de la peine, donc croyant lui faire plaisir, je suis allé à son mariage, ce qui en fait, ça l'a totalement pulvérisé, elle n'avait aucune envie que je sois là. Et donc elle s'est mariée et elle a divorcé quasiment dans la foulée, quoi, parce que quand on a recommencé à travailler ensemble en septembre, on avait un petit peu naïvement pensé que ce mariage allait calmer nos débuts d'ardeur, ça n'a fait que les redoubler. Et voilà, et elle a vécu, elle, un enfer assez incroyable, parce que ça se passait dans les milieux de la bonne bourgeoisie du Maine-et-Loire, magistrature, enfin bref. Et alors là, on lui a fait un procès en sorcellerie, comme j'imaginais pas que ça existe. Elle a perdu beaucoup d'amis à ce moment-là. Elle a perdu tous ses amis, mais du genre caricatural, c'est-à-dire les gens qui la croisent sur le trottoir d'Angers, hop, ils changent de trottoir pour pas lui dire bonjour, enfin une sorte de sorcière, enfin ce qu'on lit dans la littérature du 19e siècle, quoi. Mais c'est à cause de vous, Michel, quand même.
Ben oui, j'espère que vous culpabilisez un petit peu. Non, je n'ai jamais culpabilisé parce que je l'ai toujours dit à Julie devant ces réactions-là, j'ai dit écoute, même si notre histoire dure pas, le seul fait que je t'ai arraché à ce milieu de connards mérite de toute façon qu'on l'ait vécu et de toute façon ce sera bien pour toi. Et puis voilà, on est ensemble, on a une petite Manon qui a 2 ans et demi et on est voilà. Et tous ces gens-là, globalement, on les emmerde et moi en tout cas, je les emmerde. Et en plus, ce qui ne gâche rien, c'est que cette Julie Cléo est très jolie. Il paraît. Il paraît. On va voir tout de suite, elle est là, Catherine? J'étais sûr qu'il allait nous faire ce coup. Ah bah, Méline, faites la rentrée. Voilà Julie Cléo. Asseyez-vous. Alors, est-ce que vous confirmez, Julie, tout ce qui vient d'être raconté par Michel? Oui, tout à fait. Ouais. Absolument. Vous avez perdu tous vos amis? Oui, tous les amis, mais en fait, c'est un peu difficile au début, forcément, parce qu'on perd tout. Mais finalement, ceux qui sont restés sont les bons et ils sont toujours là. Mais vous n'êtes pas dit à un moment, bon, j'ai brisé vraiment mon mariage, j'ai perdu tous mes amis, j'étais victime effectivement d'un procès en sorcellerie, et peut-être qu'avec Field, ça va pas durer, ça va durer 6 mois. Vous n'êtes pas dit à un moment, j'ai fait 6 mois, c'était déjà énorme. Ouais, j'ai fait une énorme connerie, non? Non, parce que c'était la première fois que j'étais avec quelqu'un qui était attentionné, qui me disait que j'étais jolie, qui m'aimait comme ça, qui m'apprenait plein de choses. Et donc, non, je me disais que de toute façon, ce qui est pris est pris. Il me dit que je suis belle. Elle a été briefée quand même, hein. Mais est-ce que vous On a allez faire... répété tout l'après-midi. Et vous allez faire un service après-vente de votre bouquin, le livre des ruptures après ou Alors on a pensé ça. Moi j'ai vendu ça à Bernard Barrault et Betty Mialet qui sont mes éditeurs depuis 18 ans. J'aurais dit on fait le livre des rencontres et si ça marche avec les mêmes dans 2 ans on fait le livre des ruptures. Ah, bravo. Alors Michel Field, vous avez décidé d'écrire ce livre pour occuper une année pas très occupée à la télévision. On vous a vu sur Arte pendant le festival de Cannes, on vous voit sur TF6 dans Bande à part. Vous avez failli animer Temptation Island sur TF1. Alors ça, je vous dis quand même, expliquer à nos amis ce que c'est Temptation Island. C'est de la télé-réalité, c'est-à-dire qu'il y a des couples. Hein, ça, voilà, on est là-dedans, marqué. Moi, je me disais, si je le fais, ça sera une bonne promo pour le livre. Mais bon, c'est la rupture, là. C'est-à-dire qu'il y a des couples qui sont sur une île et on envoie des scuds, quoi. C'est-à-dire des jeunes filles très belles et des jeunes gens très beaux pour briser leur couple. Il y a 4 couples qui arrivent sur l'île, ils sont séparés, les garçons d'un côté, les filles de l'autre, pendant 13 jours. Et chacun des groupes est assailli par une douzaine de célibataires. Alors des super nanas côté mecs, des super mecs. Et t'as une sorte de manipulation de la production jour après jour pour juste faire les crises, pousser, évidemment, pousser à la tentation, quoi. Mais vous avez sérieusement envisagé de le faire, vous? J'ai été tenté. D'abord, je voulais aller y voir de près, et puis moi, il y a toujours le côté un peu provoque et politiquement non correct qui faisait que ça m'aurait peut-être amusé si je n'avais pris conscience quand même en regardant de près que c'était pas pour moi. Voilà. Ouais. Alors, vous connaissez en ce moment, Michel Field, ce qu'on appelle une petite traversée du désert. On peut le dire. Je peux en parler parce que je suis passé par là moi aussi il y a quelques années. Le problème, c'est qu'on a toujours peur dans ces cas-là d'avoir rejoint la cohorte des ex-animateurs ou animatrices qui disent depuis des années je vais revenir, quoi. Non, mais c'est le pire, non? C'est ça. C'est-à-dire, c'est ça qui est le pire. On se dit, bon, parce que si c'est une fin finalement de boulot, de cycle et tout, on passe à autre chose. Bon, comme on a l'impression que c'est pas ça du tout, on se dit bon ben voilà, ça va durer juste. Puis ça va, je suis pas non plus au chômage. Là, tout va les bien. petites émissions. Par rapport au vrai chômage, ça va. Ouais. Mais voilà. Et alors après, on se dit, mais c'est horrible parce que finalement, dans 10 ans, dans 15 ans, je serai toujours en train de me dire, ouais, mais quand même, il y a des gens qui ont envie que je revienne. Ouais. Donc faut essayer en fait de se débrancher de ça et de faire fructifier ces années un peu plus maigres de boulot, de les faire fructifier pour faire autre chose, pour se réalimenter, pour se réapprovisionner. Donc voilà. En résumé, ça vous fait chier, quoi. Non, c'est pas ça fait chier. Parce que j'ai pas tout compris, en fait. Je pense que j'ai envie que je puisse dire, oh là là, c'était une vachement bonne période, mais quand ce sera un bon souvenir. Voilà. C'est pas encore tout à fait. Il y a des gens depuis 15 ans qui disent, je vais refaire de la télé. Non, mais moi je serais pas comme ça. Si vraiment je vois qu'on me veut plus, je passerai à autre chose. Je crois vraiment, assez raisonnablement. C'est difficile. Oui, mais pas tant que ça, finalement. Comment vous l'aviez vécu, vous? C'était beaucoup plus long que moi, hein? Ça a duré moi, ça ne fait que commencer. Hein. Ça a duré 3 ans. Ah ouais, donc j'ai encore 2 ans à me faire chier.
tout à l'heure, Julie. Votre vrai nom, c'est Felchou. C'était le nom de mon père. Oui, maintenant mon vrai nom est Phil parce que j'ai fait le changement, mais Phil c'était le nom de résistance de mon père. Il a pris Et vous êtes né à Saint-Saturnin-les-Aptes. Alors ça semble assez incroyable comment vous avez pu naître là-bas. Et en fait, parce que votre grand-mère maternelle, qui s'appelait Marianne Prade, était comédienne de théâtre. Un jour, elle est en tournée dans la région de Saint-Saturnin, et le maire de Saint-Saturnin est tombé fou amoureux d'elle. Voilà. C'était une rencontre. Voilà. Coup de foudre, Pareil. comme ça, entre cette... Mais c'est ça. J'ai une prédestination sur les rencontres. Ouais, peut-être. Ouais. Et alors, elle fait un truc qui est incroyable, parce qu'on est dans les années 20 ou 30, quoi. Elle était mariée, elle avait 2 enfants, elle monte à Paris, elle largue son mari, elle laisse son fils aîné à son mari, et elle descend s'installer dans le Midi avec sa fille, donc ma maman. Jacotte. Ouais. Enfin, Jacqueline dit Jacotte. Voilà. Alors, votre famille revient régulièrement dans ce village, et c'est comme ça que vous naissez à Saint-Saturnin-les-Aptes. Alors, votre père, lui, était ouvrier, syndicaliste, hein, militant communiste. Ben oui, il faisait partie de ces juifs d'Europe centrale qui avaient quitté, alors lui, l'Autriche au moment de l'Anschluss. Il était venu en France pour participer à la résistance. Et puis voilà. Alors, il travaillait, votre père, chez Jules Sulitzer. Tout à fait. Le père de Paul-Loup Sulitzer, aux remorques Titan. Ouais. Fameuse remorque Titan. Et entre eux, non, je raconte ça parce qu'entre eux, c'est assez marrant. C'est toute la journée, c'était la lutte des classes, parce qu'évidemment, il y en a un qui était patron et l'autre qui était ouvrier. Et comme votre père était très politisé, évidemment, toute la journée, il le traitait de sale capitaliste. Mais il y avait quand même une solidarité entre eux. Et quand votre père a voulu acheter un appartement dans le 16e, rue Ribera, c'est le père de Sulitzer qui lui a passé l'argent, mais il lui a dit: tu me le rendras sur tes augmentations. Ouais. Cet appartement, il a été bradé parce que c'est à l'époque de la reconstruction de la politique de Gaulle qui favorise le logement. Donc l'appart, il était en vente à un prix dérisoire pour sa valeur, mais en même temps incommensurable pour mes parents. Et le père Sulitzer, il dit 3 jours après, il dit à mon père: mais j'en dors plus, quoi. Il faut absolument, je m'en voudrais toute ma vie de pas t'avoir aidé à acheter cet appart. Et voilà, donc c'était pas du tout un bon exemple de lutte de classe. Oui. Le patron qui était le leader syndicaliste a acheté son appart dans le 16e, c'était monstrueux. Mais voilà. Et une belle morale de l'histoire. Et ce qui est drôle, c'est que moi, quand j'étais gosse, on était encore assez pauvres, et en même temps, mes parents étaient proprios d'un appart dans le 16e, ce qui était hallucinant, quoi. Alors l'ironie de l'histoire, c'est que quand le père de Paul-Loup Sulitzer meurt, lui, il est spolié, Paul-Loup, ce qui fait que, avant de faire fortune dans les porte-clés, il est obligé de faire plein de boulots terribles pour survivre, vraiment, pour gagner sa vie. Et vous, le fils de l'ouvrier, vous faites des études, quoi. Oui, il y a une Là, sorte il y a une d'inversion inversion des destins qui est assez extraordinaire aussi, je trouve, qui est notable en tous les cas. En 68, vous avez 14 ans, vous êtes membre des comités d'action lycéens, le mégaphone scotché à la bouche. J'ai été exclu du lycée Claude Bernard pour usage intempestif de mégaphone. C'était quand même un truc merveilleux, quoi. Bon souvenir d'enfance. Moi, je me souviens, j'étais élève de 3e, je dessinais des marteaux et des faucilles sur mes cahiers et un jour, ma mère elle avait beaucoup de bon sens, mais elle regarde ça, elle était effarée. Elle dit: mais j'aimerais mieux que tu dessines des femmes à poil. C'est complètement pathologique de dessiner des marteaux et des faucilles partout, quoi. Votre premier passage remarqué à la télévision, c'est en 1973. Quand vous en prenez au ministre de l'Éducation nationale, Joseph Fontanet. Et puis après, vous devenez prof de philo, mais rapidement, vous versez dans la littérature érotique quand même. Hein. Oui, assez vite. Vous avez écrit Le Passeur de Lesbos. L'histoire est pas mal. C'est un homme dont... Ça rejoint un petit peu votre interview tout à l'heure, Patricia. C'est un homme dont l'épouse part avec une femme. Alors, il y en a un autre de bouquin de Michel Fil, je les conseille aux amateurs, s'appelle L'Impasse de la nuit. Et c'est là où il y a il y a un client qui rencontre un travesti, lui dit homme ou femme, et l'autre répond comme tu voudras. C'est grandiose, quoi. C'est énorme. Ah, il est chaud, le fil. Patricia, ne regardez pas comme ça, je tremble. J'ai envie de dégager Patricia tout à l'heure. En tous les cas, c'est la suite de ce bouquin que De Chavannes vous invite à Ciel-Montmardi, où vous resterez, puisqu'après la première... Sur un plateau qui s'appelait Les Derniers Aventuriers du Sexe. Voilà. Ça me fait toujours marrer, quoi. Alors, si vous aviez une baguette magique, la place de quel animateur prendriez-vous? Non, mais je vais vous citer 3 noms, je vais vous faciliter le boulot. 3 noms et vous dedans? Si vous voulez, je vais me mettre en 4e. Est-ce que vous voudriez la place de Guillaume Durand, de Franz-Olivier Gisbert ou de Marc-Olivier Fogiel? Non, honnêtement, ce serait plutôt sur le créneau de Guillaume Durand. Mais pas à sa place, à côté.
Moi, j'écoute ce que dit le ministre de la Culture. Il dit qu'il faut plus d'émissions C'est vrai culturelles sur le service public. Donc, normalement, il y a du boulot pour tout le monde. C'est bon. Et puis, vous avez remarqué, le créneau culturel, c'est pas non plus un créneau où il y a énormément de concurrence chez les animateurs, parce non. qu'il faut savoir lire, écrire, compter, ça. Enfin, compter, ils savent, mais lire et écrire, moins, quoi. Michel Field et Julie Cléo, le livre des rencontres. Michel Field, est-ce que vous êtes prêt pour une interview psy? Vous êtes désespérant. Michel Field, est-ce que vous êtes mytho? Un petit peu. Mégalo? Énormément, par définition. On peut pas l'être un peu. Parano? En septembre dernier, peut-être un petit peu, Oui, mais c'est ça vrai. va passer. Vous avez ouais, bien ouais. pété les plombs, là. Vous êtes maso? Ça dépend avec qui. Mais ça vous déplaît pas? Rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Ouais. Vous êtes sado alors? Même réponse. Est-ce que vous êtes sodo? Sodo, vous l'écrivez comment? Parce que si c'est si c'est pour avoir un peu d'eau dans la gueule quand il fait chaud, oui, volontiers, sodo. Vous êtes exhibo? Non, j'aimerais bien être suffisamment beau pour donner du plaisir à des gens qui me matent, mais j'ai renoncé à cette illusion. Et vous êtes vibro? Ça peut arriver, oui. Ouais. Gros lolo? Oui. Est-ce que vous êtes trio? Oui. Ah, j'étais sûr avec lui. Est-ce que Quattro, cinco, Ouais, non, ça va. punto, enfin... Julie Cléo. Je vous en prie, jeune homme. Vous êtes plutôt Rocco ou Chamallow? Il m'arrive d'être chamallow après avoir été Rocco.